Bonjour, je suis Abdelkader Berhamdan, en charge de la veille législative au sein du groupe ADP, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du Live d'Experts consacré aux questions RH et sociales. Le thème du jour, la convention de forfait jour en tant que mode de gestion du temps de travail d'un certain nombre de collaborateurs. Alors pourquoi je dis un certain nombre de collaborateurs et pas forcément de cadres, même s'il est vrai que cette catégorie de personnel est la première concernée par ce dispositif-là, parce que nous allons voir ensemble, bien évidemment, quels sont les salariés concernés, dans quelles conditions ce dispositif peut être mis en place et quels sont les points de vigilance que doit avoir une entreprise. Tout cela, bien évidemment, dans un cadre législatif bien précis qui s'affine au cours des décisions jurisprudentielles, et nous achèverons notre propos par les points d'amélioration ou de réforme prévus par le projet de loi de réforme du Code du travail. Alors, quel en est le sommaire? Comme je vous l'indiquais à l'instant, préciser bien évidemment les modalités de mise en place d'une convention de forfait jour, tant à la fois relativement à l'accord collectif qui doit prévaloir pour cette mise en place, mais également les modalités techniques qui doivent être inscrites dans la convention de forfait. On dira aussi ce que sont les points de sécurité que doit observer l'employeur pour valider la convention et éviter, le cas échéant, toute sanction judiciaire. Enfin, nous dirons également ce que sont les ajouts législatifs prévus par la réforme du Code du travail. Alors, un forfait jour, pourquoi faire? Lorsque cette modalité contractuelle a vu le jour lors de la mise en œuvre de la loi réduisant le temps de travail à 35 heures, il s'agissait essentiellement de permettre à certains salariés d'exercer leur activité sans être astreints à un suivi horaire du temps de travail. Pour cela, il est apparu, au regard des études réalisées, que 13,3% des salariés exercent leur activité dans le cadre de cette convention de forfait jour. Alors, cette statistique issue des études de la DARES concerne les entreprises qui comptent au moins 10 salariés en dehors du secteur agricole. 47%, c'est le pourcentage de salariés ayant le statut de cadre qui sont aujourd'hui concernés par ce type de modalité d'aménagement du temps de travail, autant dire en quelque sorte un cadre sur deux, mais dont on observera tout à l'heure les conditions de mise en œuvre et pour lesquelles, bien évidemment, pour le reste de cette catégorie de salariés, la convention n'est pas permise par la loi. 1888 heures, c'est la durée de travail annuelle déclarée par les salariés en forfait jour, en opposition à 1685 heures pour les autres salariés. Alors on voit bien évidemment une participation active au travail un peu plus importante et même fortement plus importante pour les salariés en forfait jour que pour le reste des salariés dans l'entreprise. C'est dire bien évidemment que cette modalité de gestion du temps de travail offre l'opportunité pour l'entreprise de pouvoir disposer de la compétence et de l'expertise de leurs collaborateurs sur une durée infiniment plus importante au cours de l'année. Alors, quels sont les avantages de recourir à une convention de forfait jour? D'abord, c'est une certaine souplesse dans l'exécution des missions, puisque bien évidemment, il n'y a plus ici observance absolue de la durée du travail et un décompte horaire. C'est dire que sur la journée, dont on verra quelques limites, bien évidemment, d'appréciation, c'est dire que sur la journée, et on vient de le voir sur l'année, c'est une disposition, une disponibilité infiniment plus importante, eh bien, tout simplement parce que si on a vu qu'un cadre sur deux a recours à une convention de forfait jour, ce sont pour des missions spécifiques, techniques, de responsabilité, de haute administration, et qui, bien évidemment, permettent à l'entreprise de poursuivre sa vie professionnelle et son activité. Alors, elle permet, la loi, lorsqu'on a recours à ces conventions, de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes légales et réglementaires. En l'occurrence, eh bien, il n'y a plus à apprécier la durée légale hebdomadaire de 35 heures, puisque le décompte n'est plus en heures, mais en jours. De s'affranchir également de la durée maximale quotidienne, et puis des durées maximales hebdomadaires, notamment pour nos limites de 48 heures, qui est limite absolue d'occupation du salarié au cours de la même semaine. Alors, ce sont des dispenses qui sont en réalité strictement limitées par la loi, et on verra bien évidemment quels sont les temps qui doivent être impérativement respectés par l'employeur, et puis en même temps, bien, se sont ajoutés progressivement, du fait de la construction jurisprudentielle, bien évidemment la nécessité de dire ce qu'il en est, notamment en termes de période de repos.
Alors c'est aussi un droit encadré. L'une des premières questions qui a été posée à l'échelon de la réglementation, c'est notamment sa conformité de la législation nationale avec le droit européen. À plusieurs reprises, le Comité européen des droits sociaux a exprimé un avis négatif au regard de la conformité du Code du travail sur les conventions de forfait jour versus la Charte européenne des droits sociaux. Alors, pour deux motifs essentiels. Le premier tient au fait qu'un salarié en convention de forfait jour est amené, le cas échéant, à travailler sur une durée jugée déraisonnable, puisqu'en absence de limite précise dans la loi, on peut être amené à réaliser jusqu'à 78 heures. 78 heures de quelle manière? Eh bien, déjà par le respect des périodes de repos entre deux journées de travail, 11 heures, et puis bien évidemment cette durée de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, avec 11 heures entre deux jours de repos, soit un total d'au moins 78 heures de travail au maximum. Et puis l'absence dans la loi d'une majoration des durées excessives, puisque, en tout état de cause, aujourd'hui, contrairement à ce qui est fait au titre des heures supplémentaires, un temps de travail au-delà d'une certaine durée ne donne pas lieu de manière automatique à une majoration de rémunération. Cela étant, à plusieurs reprises également, le Conseil européen des ministres chargés du droit du travail a considéré qu'en l'occurrence, la législation française n'était pas en elle-même, bien évidemment, contraire à la Charte européenne des droits sociaux et en quelque sorte validé le dispositif national. Alors on verra que, à dire vrai, bien évidemment, si en l'occurrence le Comité européen des droits sociaux s'est exprimé sur le sujet, il n'y a pas eu de modification législative à ce jour pour confirmer en tous les cas cette législation en l'occurrence ou la transformer afin qu'elle puisse répondre aux observations faites par le Comité européen des droits sociaux. Et puis, par contre, ce sont les juges qui progressivement sont amenés à construire le cadre réglementaire et en tous les cas l'observation d'un certain nombre de dispositions. Les juges le font à deux niveaux, ce contrôle, ils le réalisent à l'échelon de l'accord collectif et demandent notamment, ce qui est un ajout et donc une condition jurisprudentielle supplémentaire, la présence de dispositions dans l'accord collectif permettant d'assurer la sécurité et la santé du salarié, modalité qui n'est pas expressément reprise par la loi, mais pour laquelle les juges, eux, exigent en tous les cas la présence afin de valider l'accord collectif. Et puis le second niveau, le second échelon de contrôle judiciaire se fait à hauteur de la convention elle-même de forfait jour. Bien évidemment, celle-ci, à la fois, doit comporter un certain nombre de clauses et à la fois, dans son exécution, doit respecter les strictes dispositions légales, mais en même temps, bien évidemment, comme on l'a vu à l'instant, en tous les cas, le respect de la sécurité et de la santé du salarié au travail. Alors, à ce jour, quelles sont les conditions de mise en place de la convention de forfait jour? D'abord, la nécessité absolue de recourir à un accord collectif. Il ne peut y avoir d'accord de convention de forfait jour en l'absence d'accord collectif permettant le recours à ce type de contrat. Et on verra dans un instant quelles sont les dispositions obligatoires qui doivent être comprises dans cet accord collectif. En dehors de tout accord collectif ou convention collective, la convention qui serait conclue entre un employeur et le salarié serait immédiatement validée par le juge. L'accord collectif peut être de différents niveaux, il peut être d'entreprise, d'établissement ou, nous dit la loi, à défaut de convention collective ou accord collectif de branche. 1. La loi consacre la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement. En quelque sorte, il n'y a pas lieu d'attendre spécifiquement que le secteur d'activité dont relève l'entreprise ait procédé à la négociation et la conclusion d'un accord collectif ou d'une convention collective autorisant les conventions de forfait. L'employeur pourrait recourir bien évidemment par la voie de la négociation avec les représentants internes habilités juridiquement à négocier et conclure, permettre bien évidemment la mise en place de ces conventions de forfait. Si toutefois était présent et avait été négocié et conclu un accord collectif de branche, la loi n'exige pas non plus son extension. Donc la procédure habituelle de validité administrative et de cette étape d'extension n'est pas requise par la loi.
l'accord serait immédiatement applicable, sauf bien évidemment date d'entrée en vigueur spécifique compris dans le texte, mais en tous les cas serait immédiatement applicable. L'entreprise, conformément aux dispositions de l'accord, pourrait dans ce cas-là recouvrir à la convention de forfait jour. Une observation toutefois à ce stade, on aura noté que l'écrasante majorité des conventions collectives ou accords collectifs de branche qui permettent bien évidemment le recours aux conventions en forfait jour, en réalité fixe un cadre assez général, de telle sorte qu'on permette aux entreprises relevant de ce secteur, bien évidemment par la voie d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de fixer un certain nombre de modalités en conformité avec leur activité spécifique, la taille de l'entreprise et les attentes en matière de productivité et de production. Alors un accord collectif dont le contenu, bien évidemment, est précisé par la loi, en l'occurrence, on demandera aux signataires de dire avec exactitude les catégories de salariés éligibles. Alors la catégorie de salariés éligibles peut être précisée soit par classification, il s'agit d'un niveau d'effectif, soit par métier. Les juges ont également validé le fait qu'on puisse, bien évidemment, par modalité d'exclusion dans la clause fixant ces catégories de salariés, donc par modalité d'exclusion, de définir, bien évidemment, un groupe ou une catégorie de salariés en indiquant, à titre d'exemple, que, bien évidemment, tous ceux qui ne relèvent pas de telle ou telle catégorie entrent dans le champ d'application et d'exécution d'une convention collective, d'une convention de forfait en jour. L'accord doit également dire ce qu'est la durée annuelle du travail. Alors en l'occurrence ici, bien évidemment, très généralement, ce que prévoit un accord collectif, c'est la reprise de la durée maximale. Cette durée maximale qui, depuis 2004, est passée de 217 jours à 218, est généralement celle qui est indiquée dans l'accord collectif. Il appartiendra ultérieurement, lorsque la convention de forfait jour est négociée et signée entre l'employeur et le salarié, de dire ce que doit être la durée exacte de travail du salarié. On indiquera également quelles sont les caractéristiques principales des conventions de forfait jour, notamment, en l'occurrence, les modalités de décompte annuel du temps de travail, par déduction des périodes d'absence et de repos, hein, donc très généralement, et vous l'avez ça sans doute dans vos accords respectifs, eh bien on part du nombre de jours de l'année, on en déduit les périodes relatives au repos hebdomadaire, les périodes relatives aux congés payés, les périodes relatives aux jours fériés, et on obtient un résultat qui oblige, bien évidemment par la même occasion, de définir un certain nombre de jours dits de RTT ou de repos supplémentaires, pour reprendre le vocabulaire utilisé par la loi. N'oublions pas qu'à ce stade-là, bien évidemment, il y aura certainement nécessité de redéfinir ces jours de repos supplémentaires, sans doute d'une année sur l'autre. L'année 2016, en l'occurrence, en est un parfait exemple. Hein. Vous aurez noté qu'un certain nombre de jours fériés tombant un dimanche oblige les entreprises à redéfinir le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux populations considérées afin de ne pas excéder cette limite légale de 218 ou fixée par l'accord collectif. Alors je vous disais tout à l'heure que le cadre juridique dans lequel s'inscrit la convention de forfait jour avait été complété par les juges et ces derniers ajoutent comme clause nécessaire à la validité d'un accord collectif celle afférente à la protection de la santé et de la sécurité du salarié et en l'occurrence disent de quelle manière sera apprécié, respecter les durées maximales et périodes de repos. En l'occurrence, si la loi ne prévoit pas ce type de disposition, les juges considèrent que la santé et la sécurité du salarié, relevant d'ailleurs, comme il le précise à juste titre, relevant de droits constitutionnels, doivent faire l'objet de précisions dans l'accord. Quels sont donc les salariés concernés ? Deux catégories, les salariés cadres et les salariés non cadres. S'agissant des salariés cadres, on ira rechercher, première condition bien évidemment d'éligibilité, eh bien l'observance absolue de l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps. S'y ajoute, nous dit la loi, la nature des fonctions ne conduisant pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe. En clair, si on devait reprendre la deuxième condition, c'est ce qu'on appelait à l'époque, en 2000, en quelque sorte, les cadres non intégrés à un horaire collectif pour lesquels il n'y a pas de nécessité absolue de suivre l'horaire qui est défini et pour lesquels exercent leur activité un certain nombre de salariés en collectivité, ateliers, services, équipes.
en l'occurrence les juges sont extrêmement rigoureux sur ce critère-là, il leur est arrivé d'invalider des conventions de forfait jour parce que les conditions de travail requéraient de la présence du salarié aux mêmes périodes de la journée que le reste de l'équipe, notamment pour le suivi de leur activité principale. L'autonomie est-elle également un critère exigé? On verra dans un instant quels sont les cas où on a pu avoir, bien évidemment, des situations d'invalidité de la convention, en l'occurrence notamment lorsque le salarié a pu démontrer, bien évidemment, que son emploi du temps avait été en réalité déterminé par sa hiérarchie. Je pense à un cas, en l'occurrence, d'un responsable commercial dont il a pu apporter la preuve que l'ensemble de ses rendez-vous, des dates et bien évidemment des séquencements de rencontres avec des clients et de prospects avaient été fixés par sa hiérarchie. Deuxième catégorie de salariés pour lesquels les conventions de forfait jour sont permises, il s'agit des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. D'ailleurs, cette condition-là, ou cette condition d'éligibilité, ou ce périmètre-là, est également présent pour les salariés en forfait heure. Il s'agit bien évidemment des salariés pour lesquels un certain nombre de missions sont demandées, mais sans pour autant, bien évidemment, ils puissent être prédéterminés dans la façon dont ils organiseront leur journée, leur semaine, afin de remplir cette mission-là. Parce que différentes étapes, bien évidemment, sont nécessaires à la réalisation de cette mission-là. Et puis, s'y ajoute, bien évidemment, une autre condition, c'est l'absence de prédétermination, mais également la réalité d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi. On retrouve bien évidemment cette exigence d'autonomie, que nous l'avons vu pour la catégorie précédente. Précision sans doute assez intéressante ici de la loi, c'est qu'elle y ajoute le fait que cette autonomie s'exerce pour leur responsabilité. Donc, en quelque sorte, si bien évidemment il s'agissait précédemment de cadres dont on peut imaginer bien évidemment qu'il y a un certain niveau de responsabilité, l'autre catégorie de salariés pour lesquels la convention de forfait de jour est permise nécessite bien évidemment que de leurs fonctions leur permettent de remplir des responsabilités à repréciser bien évidemment dans la convention de forfait jour. Et le cas échéant, c'est également la classification dans l'accord collectif qui pourra dire quel est le niveau de responsabilité de ces salariés. Alors, accord collectif, conditions fixées par la loi, et puis vous disais-je à l'instant, le contrôle est opéré par les juges à deux niveaux, l'accord collectif d'entreprise, d'établissement ou à défaut de branche, et en même temps, bien évidemment, un contrôle sur la convention elle-même. Le contrat est écrit, obligatoirement écrit. Il ne peut y avoir de convention de forfait jour validée juridiquement en l'absence d'écrit. Alors, si cet écrit est obligatoire, un certain nombre de mentions doivent y être portées. La référence, bien évidemment, à la convention ou à l'accord collectif qui permet la réalisation de ces conventions de forfait jour, et elle, non requise. On pourra bien évidemment, en son absence de référence, dire quel est le périmètre exact des responsabilités qu'occupe ce salarié-là ou du degré d'autonomie. On ne pourra pas faire simple signature également d'une note de service pour indiquer au salarié qu'il remplit les conditions. Le simple fait de dire que telle catégorie de salariés dans l'entreprise permet bien évidemment de réaliser, de conclure des conventions de forfait jour, ne fixe pas le cadre du périmètre des salariés concernés par le dispositif. La mention de la durée annuelle du travail doit être extrêmement précise. Alors pourquoi cette mention doit être précise? Parce que si l'on a vu que l'accord collectif permet de fixer une limite annuelle qui est généralement celle prévue par la loi, eh bien évidemment, le nombre de jours que pourrait exécuter le salarié au cours de l'année en référence à sa convention peut être inférieur. Donc, on peut bien évidemment prévoir dans l'accord 218 jours et conclure une convention de forfait de 215, 212, 210, voire même à un niveau inférieur, comme on le verra dans un instant. Par contre, n'est pas suffisante la clause qui renvoie uniquement à la limite prévue expressément par l'accord collectif en disant que le salarié serait susceptible de réaliser jusqu'à 218. Le nombre exact de jours qui devra être exécuté doit être spécifiquement précisé dans la convention.
Alors ce nombre de jours est au maximum, vous disais-je, de 218. Néanmoins, les dispositions légales permettent de prévoir une durée supérieure à cette limite légale, notamment par le mécanisme de renonciation. Alors, quel est ce mécanisme de renonciation? Il est le suivant. Il permet à l'employeur et aux salariés de décider d'un commun accord de renoncer à un certain nombre de jours de repos sur l'année. Donc, ça peut être généralement, bien évidemment, des RTT ou des jours de repos hebdomadaires. Le salarié serait amené, le cas échéant, à réaliser un temps de travail supérieur à celui qui est prévu par sa convention initialement. Donc, cette renonciation peut être prévue dans l'accord initial ou, bien évidemment, modifiée par avenant ultérieur. Alors, cela suppose, bien évidemment, que cette renonciation ne soit admise que de manière dérogatoire exceptionnelle, ça peut être sur une année et donc oblige chacune des deux parties, employeur et salarié, bien évidemment, de revoir ce droit à renonciation année après année. Ça ne peut pas être un mécanisme permanent tendant à déroger à cette limite de 218. Donc si je décide avec mon salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos et de prévoir une durée supérieure à 218, imaginons 225, ça sera 225 pour 2016, il faudra revoir bien évidemment cette clause pour l'année 2017. C'est un maximum de 235, en dehors d'accords collectifs précisant une limite spécifique de renonciation et de durée absolue. Dans le cas contraire, si l'accord collectif le prévoit, on pourra aller beaucoup plus loin ou bien évidemment à un niveau inférieur à 235. Précision, mais je pense que maintenant, depuis que les conventions de forfait jour sont prévues et inscrites dans le Code du travail, précision supplémentaire, mais que vous connaissez très certainement, c'est que bien évidemment, on ne pourra pas confondre légalement une durée de jours de travail au cours de l'année inférieure à cette limite de 218 et la qualification du contrat de travail à temps partiel. Il ne s'agit pas de contrat de travail à temps partiel. Ce dernier ne peut être apprécié que sur une durée horaire du temps de travail, alors que là, nous sommes sur un décompte journalier. Eh bien, on parlera de temps réduit, mais absolument pas de contrat de travail à temps partiel, et cela n'engendre pas l'ensemble des conséquences prévues initialement par la loi s'agissant de la gestion du contrat de travail à temps partiel. Alors, autonomie, vous disais-je tout à l'heure, rigoureusement appréciée par les juges. L'emploi du temps du salarié ne peut être absolument pas fixé par l'employeur, auquel cas, bien évidemment, il y aurait possibilité ici pour le salarié d'invalider la convention, de faire invalider la convention par le juge. Vous disais-je tout à l'heure un exemple, ce commercial dont il a pu apporter la preuve grâce à ses agendas conservés, qu'en réalité c'est l'employeur qui fixait bien évidemment ses rendez-vous, l'ordonnancement et le calendrier de visite des clients ou des prospects, et donc perdait toute autonomie dans la gestion bien évidemment de son métier. En l'occurrence, les juges ont donné raison aux salariés. On verra tout à l'heure les conséquences de l'invalidité d'une convention de forfait jour. L'absence également de prédétermination de la durée de travail en raison d'un horaire collectif. Ici, les salariés qui sont amenés, du fait de l'organisation de l'entreprise, à exercer leur activité selon l'horaire collectif de l'équipe, du service ou de l'atelier dont ils ont la charge de la responsabilité, perdent bien évidemment ce critère de prédétermination de la durée et en l'occurrence, si la preuve est apportée, eh bien, pourront obtenir du juge l'invalidité de la convention. Alors, s'agissant de la durée du travail annuel du salarié, il doit y avoir une précision réelle de la durée, vous disais-je. Elle doit être inscrite et elle doit être décomptée. On verra tout à l'heure quelles sont les modalités de décompte, comment bien évidemment le salarié est susceptible d'apporter la preuve et quelles sont les obligations de l'employeur en termes d'observation de cette durée. On ne peut pas, bien évidemment, apporter une simple indication à une durée limite. On disait précédemment, il faut que le contrat lui fixe une durée, la durée spécifique du salarié en termes d'activité sur l'année. Une fois dit quel est le cadre juridique dans lequel peut s'inscrire une convention de forfait jour, et bien évidemment ce qu'autorise la loi ou ce que risque l'employeur en cas d'inobservation des dispositions légales, et voire même des conditions précisées par les juges, quelles sont les modalités de sécurisation de ces forfaits jours?
Alors, en premier lieu, le décompte particulier et spécifique du temps de travail de ces salariés-là. Les modalités de décompte ne sont pas imposées par la loi. Ce que nous dit aujourd'hui, bien évidemment, les juges, c'est que l'accord collectif doit dire ce que sont ces modalités de décompte et comment l'employeur peut être amené à décompter un nombre de jours travaillés ou de demi-journées. Alors, quelques précisions ici. Décompte non imposé par la loi, ce qui laisse la voie ouverte, bien évidemment, à certaines modalités de constitution de relevés. Ces relevés peuvent être dématérialisés, il peut s'agir d'une autodéclaration. Et lorsque je dis dématérialisé, bien évidemment, il ne faut pas exclure la possibilité d'avoir une sorte de pointage, avec un grand avantage ici, notamment pour les questions relatives à l'observation des périodes de repos, c'est qu'en cas de contentieux, l'employeur pourra, à tout le moins, apporter la preuve que les durées de repos, notamment entre 2 journées de travail, ont été rigoureusement respectées. Alors, relève de la négociation ce décompte-là. On dira que, bien évidemment, dans la mesure où il s'agit de modalités dérogatoires de l'appréciation de la durée du travail, dérogatoires au cadre général qui veut qu'il s'agisse d'un décompte en heures, toute journée ou partie de journée travaillée devra être considérée comme journée travaillée en totalité. En clair, le salarié venu travailler 2 ou 3 heures considérera qu'il y a une journée de travail réalisée dans la mesure où on ne prévoit pas de décompte en heures. Alors, qu'est-ce qui permettra, bien évidemment, d'avoir d'autres modalités de décompte et notamment de demi-journée? C'est l'accord collectif. L'accord collectif peut prévoir, bien évidemment, les modalités de décompte en journée, mais également des modalités de décompte en demi-journée. Quelques exemples qui avaient été donnés lors de l'avènement des 35 heures et donc de la mise en place pour la première fois des forfaits jours. Eh bien, on peut imaginer qu'un temps de travail décompté inférieur à 4 ou 5 heures soit considéré comme l'équivalent d'une demi-journée et au-delà d'une journée complète. Alors c'est extrêmement important parce que bien évidemment un salarié qui viendrait travailler sur une durée inférieure à cette limite prévue par l'accord, eh bien, sera considéré comme ayant travaillé une demi-journée et il s'agit du début de son activité. Il devra encore à l'employeur 217,5 jours et non pas 217 jours. D'où l'importance, bien évidemment, de dire clairement dans l'accord ces modalités de décompte. Ce qu'oblige, par contre, la loi, de manière spécifique et notamment pour les salariés en forfait jour, c'est un récapitulatif du nombre de journées ou de demi-journées. Cette récapitulation est admise sous tout support. Il est surtout important de permettre à l'administration du travail de connaître le contrôle de l'activité et donc de la durée d'exercice du salarié sur l'année. Tout support, il peut être dématérialisé, il peut s'agir d'un relevé contresigné, mais c'est la seule contrainte en termes de relevé d'activité qu'oblige la loi. Donc ça ne nécessite pas forcément, tout état de cause, bien évidemment la remise d'un décompte hebdomadaire ou mensuel. Celui-ci sera peut-être prévu par l'accord collectif, mais il n'est pas imposé par la loi. Ce à quoi doit avoir accès l'inspection du travail en cas de contrôle dans l'entreprise, c'est cette récapitulation annuelle de journée ou de demi-journée de travail. Alors, si on a vu bien évidemment que la convention de forfait jour autorise une certaine souplesse dans la gestion de l'activité du salarié, néanmoins, on n'échappe pas à la nécessité impérative et prévue par les textes du respect d'un certain nombre de périodes. Alors, il n'y a pas de limite à la durée du travail. On a vu tout à l'heure quel était l'avis notamment du Comité européen des droits sociaux sur cette absence légale, mais il n'en demeure pas moins que le Code du travail demande à ce que soient respectées rigoureusement les périodes de repos, quotidien, hebdomadaire, jour férié. Alors quotidien, vous disais-je tout à l'heure, cette période de 11 heures entre 2 journées de travail. Hebdomadaire, eh bien au moins 24 heures de repos auxquels s'ajoutent les 11 heures entre 2 journées de travail, et puis en tout état de cause, les jours fériés lorsque l'activité de l'entreprise ne prévoit pas, bien évidemment, de travailler au cours de ces jours fériés, alors que vous savez qu'un certain nombre de secteurs d'activité et donc d'entreprises, elles, ne sont pas forcément de manière automatique en repos les jours fériés. Mais en tout état de cause, le respect strict et rigoureux
certains s'étonnent quand je leur indique que, bien évidemment, il y a nécessité de contrôle et de respect de ces heures-là, et qu'il faut imaginer, bien évidemment, des modalités techniques et pratiques pour apporter la preuve que ces repos-là ont été respectés. Rappelons que les juges sont extrêmement rigoureux sur le respect de la santé et de la sécurité du travail, au travail du salarié. Et qu'en l'occurrence, bien évidemment, les techniques retenues par l'employeur pour s'assurer du respect de ses repos, permettraient de dégager de sa responsabilité du risque de requalification du contrat. Puis-je demander à un salarié qui est en forfait jour qui a été absent de récupérer, bien évidemment, ces absences-là? Les juges se sont exprimés notamment relativement à un certain nombre d'absences parce que les employeurs imaginaient pouvoir revoir la durée du travail du salarié sur l'année. Alors, ils se réfèrent expressément à ce que prévoit le Code du travail. Et le Code du travail autorise des récupérations d'absence que dans quelques cas spécifiques et fixes d'absence. Lorsque notamment ces absences ont été générées par une cause accidentelle, intempérie ou force majeure, du fait de la nécessité d'opérer à l'inventaire dans l'entreprise ou d'un chômage d'un jour ou deux sous certaines conditions prévues par la loi. Alors, comment apprécier les juges ces modalités fixées ou motifs d'absence permettant la récupération lorsque ont été présents d'autres motifs? Eh bien, en l'occurrence, ils ne permettent pas la récupération de la maladie. Ça signifie quoi? Prenons le cas d'un salarié qui dispose d'une convention de forfait jour pour une limite de 218. Il est absent pour maladie pour 8 jours. Eh bien évidemment, l'employeur ne pourra pas exiger que le temps de travail de ce salarié-là soit de 218 de manière effective. La limite sera revue et il ne pourra bien évidemment exiger comme durée du travail que 210 jours, 218 moins 8 jours d'absence. Il en va de même pour les motifs relatifs aux accidents de travail ou toute absence causée du fait de l'exercice du droit de grève par le salarié considéré. Donc soyons extrêmement prudents. La révision, bien évidemment, de cette durée est peut-être permise dans certains cas. On a vu tout à l'heure la renonciation des jours de repos pour l'allonger, mais elle ne pourra pas, en tous les cas, être maintenue du fait des motifs de récupération causés par des absences dues à la maladie, accident de travail, grève. Bref, la liste est là non exhaustive, dès lors, bien évidemment, que l'on se réfère exclusivement à ce qui est prévu par la loi. Alors, sécuriser les conventions de forfait jour, ce n'est pas uniquement, bien évidemment, se conformer aux exigences légales, en termes de nécessité d'un accord collectif, de la présence de clauses impératives dans la Convention, mais c'est également un certain nombre d'exercices. Et cet exercice-là est, en l'occurrence, l'entretien annuel. La loi oblige l'employeur à procéder à un entretien annuel avec chacun de ses salariés pour lesquels le temps de travail est décompté en jours, notamment relativement pour cet entretien annuel, en s'appropriant les questions relatives à la charge de travail, dont on a, pour ce qui nous concerne, noté que cette question-là n'est pas forcément toujours présente dans les échanges qu'il y a lieu d'y avoir périodiquement, et en l'occurrence ici annuellement, et que c'est un impératif, d'où bien évidemment l'extrême précaution de s'assurer bien évidemment de ces rencontres périodiques et à la fois de conserver les échanges qu'il y a pu avoir avec le collaborateur. Relativement à l'organisation du travail dans l'entreprise, notamment en ce qu'elle impacte le cas échéant l'activité du salarié en forfait jour, mais c'est une question qui doit être abordée sans que pour autant on ne mette de limites ou de précisions spécifiques à cette question-là. Alors un exercice très particulier qui pour le juriste peut-être poser un certain nombre de questions, mais dont progressivement les directions des ressources humaines dans les entreprises s'approprient et travaillent en assurant en tous les cas le respect lors de l'entretien, c'est l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Donc trouver le juste équilibre, bien évidemment. C'est un sujet d'ailleurs retiré dans la version 2 du projet de loi dit El Khomri entre guillemets, mais qui permettait un temps, si le texte initial avait été maintenu, qui permettait un temps de fractionner le cas échéant ces périodes de repos et donc de permettre en dehors la règle stricte de 11 heures, de permettre aux salariés d'obtenir un certain équilibre entre vie personnelle et activité professionnelle. Enfin,
L'entretien annuel doit faire l'objet également d'échanges relativement à la rémunération. Alors, dans la convention de forfait jour doit être dite, bien évidemment, la rémunération versée aux salariés en exécution de cette convention, mais il y a lieu, bien évidemment, de rechercher une cohérence avec les suggestions, nous dit la loi, et si bien évidemment il y a une réelle disproportion entre ce qui est demandé aux salariés dans ses missions et du fait, bien évidemment, qu'il a un décompte en jours de son temps de travail, avec bien évidemment la souplesse que nous disions tout à l'heure attribue ces conventions-là, eh bien, s'il y a disproportion, ce salarié peut demander au juge l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi. Donc attention à la disproportion des rémunérations. Moi je me souviens, alors ça a dû être corrigé bien évidemment, mais lors de la mise en place des 35 heures, d'accords collectifs qui considéraient que tous les salariés qui percevaient une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale étaient automatiquement des salariés éligibles à la convention de forfait jour. Donc on a vu bien évidemment là que les conditions d'éligibilité prévues par la loi sont tout autres. Portant une attention toute particulière ici à cette question de rémunération, le salarié pourrait bénéficier bien évidemment du versement de cette indemnité. Et puis, la nécessité, dans le cadre de la rémunération, en tous les cas pour la rémunération qui est versée, et dans le cadre de la renonciation des jours de repos, d'une majoration qui est négociée et pour un taux minimal, nous dit la loi, de 10%. Donc, ce qui ouvre bien évidemment la voie à des niveaux plus élevés. Cette rémunération minimale visant à la majoration des jours de travail réalisés du fait de la renonciation n'est obligatoire dans la loi que pour les jours réalisés au-delà de 218. Un exemple. Prenons le cas d'un salarié qui a conclu avec son employeur une convention de forfait en jour de 215. Il renonce à 8 jours de repos. En clair, il est attendu sur l'année pour une durée de présence de 223, 215 plus 8. Les 3 premiers jours de 215 à 218 la rémunération n'est pas obligatoirement majorée. Par contre, les 5 suivants de 218 à 223 donnent lieu impérativement à majoration à un taux minimal de 10%. Alors, en cas d'inobservance de ces dispositions, quelles sont les sanctions que pourrait connaître l'employeur? Eh bien, de deux natures. Il y a à la fois des sanctions de nature civile et à la fois des sanctions de nature pénale. On a vu bien évidemment la nécessité absolue d'avoir un accord collectif avec un contenu particulier, et le fait également d'inscrire un certain nombre de clauses dans la convention de forfait jour. En même temps, les juges ont un regard strict sur les modalités d'exécution de la convention de forfait jour. Nous en avons donné quelques exemples, notamment au regard du critère d'autonomie. Alors, certaines décisions ont déjà été prises en termes de sanctions civiles. Eh bien, il y aura une invalidation juridique de la convention de forfait en jour. Qu'est-ce que ça signifie? Si bien évidemment le cadre légal n'est pas respecté, le décompte du temps de travail en jour du salarié n'est plus permis, et s'il n'est plus permis, alors le décompte doit se faire impérativement en heures. Si ce décompte se fait impérativement en heures, et si le salarié apporte la preuve d'une durée excédant la durée légale de 35 heures, alors il obtiendra de manière automatique le paiement des heures supplémentaires majorées, avec toutes les conséquences, bien évidemment, qu'il doit y avoir. Les taux de majoration, le cas échéant, une indemnité du fait du dépassement de la durée légale de 48 heures, et puis en même temps, l'inscription de ces heures dans le contingent, et en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le bénéfice d'une indemnité réparant le préjudice de l'absence de repos, légal, ce qu'on appelle la contrepartie obligatoire en repos, l'accord depuis 2008. Alors, requalification du contrat en contrat avec un décompte en heures, et bien évidemment, en même temps, toutes les conséquences de ce décompte en heures, notamment en termes de rémunération. Et puis, la seconde nature de risque a trait aux sanctions pénales, disproportion entre, d'une part,
la durée du salarié, sa rémunération, le fait qu'en raison de l'irrespect de certaines règles, le décompte devait se faire en heures, ça signifie quoi? Ça signifie que bien évidemment, on a continué à considérer que la convention de forfait en jour était celle qui régissait les relations entre l'employeur et le salarié, et donc, bien évidemment, sans aller rechercher l'éventualité d'heures supplémentaires qui auraient pu être réalisées. Eh bien, cette absence de respect et en même temps de rémunération, qui est la contrepartie des heures supplémentaires, pourrait être considérée par le juge comme constitution du travail dissimulé. Pour rappel, les sanctions sont les suivantes. En cas de travail dissimulé, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, soyons très prudents. À ce jour, les sanctions pénales ne sont pas légion. Le salarié a plutôt recours au juge prud'homal qu'au juge judiciaire pour demander réparation et sanction de l'employeur. Néanmoins, ces sanctions-là indiquaient notamment l'amende, c'est 45 000 € par infraction constatée, donc multiplié par autant de salariés pour lesquels la convention serait invalidée. Voilà donc pour le cadre légal actuel, et puis je vous propose d'achever notre propos sur quelques éléments constitutifs du projet de loi de réforme du droit du travail, actuellement examiné par le Parlement, pour dire les éléments essentiels qui sont inscrits. C'est la nécessité absolue, bien évidemment, toujours d'avoir recours à l'accord collectif, et la loi redit, mais elle le redit également pour d'autres dispositions, redit la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord collectif. Donc rien, strictement rien aujourd'hui, ne s'oppose à l'employeur à ce qu'il puisse bâtir, proposer, négocier, conclure avec les représentants syndicaux légitimes dans l'entreprise, un accord collectif fixant bien évidemment le cadre général de recours aux conventions de forfait en jour et bien évidemment de pouvoir disposer d'une souplesse et d'une largesse de mise en œuvre conformément aux activités de l'entreprise et ce qu'il attend bien évidemment de ses salariés. Alors, 2 ajouts dans le projet de loi assez intéressants ici. C'est la prise en compte pour la rémunération des absences et entrées en sortie en cours de période. Disposition légale qui est inexistante aujourd'hui dans le Code du travail et qui est extrêmement intéressante en ce sens que, bien évidemment, on a toujours eu la nécessité de dire quelle pourrait être la retenue sur le salaire du fait de l'entrée du salarié au cours de l'année et notamment au cours de mois. Quelles seront les modalités pratiques de retenue? Et puis on instaure, puisqu'il s'agit bien évidemment ici à la fois d'un sujet qui prend forme dans les échanges et dans notre droit, des questions relatives au droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion doit permettre, bien évidemment, notamment aux salariés, mais en même temps pour l'employeur également, eh bien, d'un strict respect des périodes de repos que j'évoquais avec vous tout à l'heure, et qui visent bien évidemment à renforcer l'observation, tous les cas, du droit à la santé, de la protection de la santé du salarié au travail. Enfin, la loi renforce encore, bien évidemment, le contrôle de la charge de travail, puisqu'elle va demander à l'employeur de s'assurer d'une charge de travail raisonnable et qui permette une bonne répartition dans le temps du travail demandé. En clair, j'ai une convention de forfait jour, certes, bien évidemment, mon activité est décomptée en jours, mais il ne s'agit pas non plus de charger des périodes plus que d'autres dans le travail qui est demandé aux collaborateurs. Il faudra répartir cette charge de travail. On peut raisonnablement ici considérer que la preuve du respect de cette nouvelle disposition légale puisse être apportée lors du relevé des échanges et de l'entretien annuel qu'aura à réaliser l'employeur avec son collaborateur. Sur cet entretien annuel, vous avez vu bien évidemment qu'il conditionne la validité des conventions des forfaits jours. Il est extrêmement important d'en conserver la trace afin de s'assurer de moyens de preuve en cas de contentieux. Bien, globalement, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, je vous propose maintenant un temps d'échange, de poser vos questions et de pouvoir y répondre autant que possible. Alors, je vais me permettre de prendre en considération
un certain nombre de questions, et notamment ici, l'une des premières questions qui nous est posée, un planning annuel venant du logiciel de paye indiquant les différentes absences suffit-il en cas de contrôle pour justifier le forfait? Il faut être extrêmement prudent. Alors, du logiciel de paye en lui-même, tout dépend quelle est la source d'information du logiciel de paye. Il est impératif, d'avoir un décompte et un relevé annuel qui n'est pas celui des calendriers qui sont inscrits sur le bulletin de paye. C'est insuffisant. L'administration du travail n'a pas à aller demander les bulletins de paye pour s'assurer bien évidemment de la durée. Il faut que pour ces salariés-là, comme pour tous les autres, vous puissiez disposer de modalités techniques dédiées à l'activité du salarié. Donc une gestion des temps et des activités, une GTA bien particulière. En l'occurrence, bien évidemment, ces relevés de paye ne sont insuffisants, bien évidemment, pour pouvoir répondre à cette exigence-là. Autre question, les 10 heures sont-elles valables? Les 10 heures limites dans la journée de travail, oui, elles sont valables. Ce qui est exigé, bien évidemment, c'est qu'entre 2 journées de travail, on ait au moins 11 heures de repos. Ce que prévoit la réglementation européenne, ce sont des limites de journée à 13 heures qui ne doivent pas être dépassées. En l'occurrence, vous disais-je tout à l'heure que le recours aux conventions de forfait en jour permet de s'affranchir des limites journalières. Si vous constatez que vous avez les moyens d'apporter la preuve que le temps de travail du salarié n'a pas excédé 10 heures, bien évidemment, vous entrez dans le cadre légal. Essentiellement, ici, c'est de s'assurer que le lendemain, le salarié ne reprend pas son activité avec une période de repos inférieure à 11 heures. Notre convention collective n'a pas renégocié sur les forfaits jours, nous n'avons pas de représentants syndicaux des entreprises plus de 300, comment faire? Le mandatement est une possibilité, il n'est pas tombé, c'est un recours qui n'est pas tombé. Vous pouvez bien évidemment avoir recours au mandatement. Des salariés, un ou plusieurs salariés, peut bien évidemment demander à une organisation syndicale territorialement compétente pour négocier, eh bien la possibilité d'obtenir un mandat de négociation, le mandat qui sera attribué, sera limité dans le temps et sur le sujet. Sur le sujet, bien évidemment, la mise en place d'accords collectifs permettant des conventions de forfait jour. Et puis sur la durée, c'est une durée des négociations et l'accord signé devra faire l'objet, c'est le mécanisme habituel, d'un accord définitif de l'organisation syndicale représentée. Alors, autre question, du fait de l'invalidité du forfait jour et l'absence dans la convention collective de renégociation sur leur forfait jour, doit-on faire signer aux salariés un nouvel avenant avec un forfait heure? Et si oui, que se passe-t-il s'ils refusent? La réponse est oui, si vous n'avez plus bien évidemment d'accord collectif autorisant les conventions de forfait jour, c'est effectivement le cas. De facto, il y a une absence de conformité à la loi des conventions de forfait jour existants, puisque cela a pu faire l'objet soit d'invalidité de la convention de l'accord collectif, soit bien évidemment d'un accord collectif qui est arrivé à son terme sans renégociation. Que se passe-t-il s'il refuse? Bien évidemment, là, on a une modification des conditions de travail du salarié qui permettrait la rupture du contrat de travail le cas échéant. Le salarié ne peut pas imposer la convention de forfait jour à l'employeur, notamment en exécution de clauses qui seraient contraires à la loi, ou contraires à la décision du juge qui a invalidé l'accord ou les clauses qui auraient pu rendre valables ces conventions. Donc en l'occurrence ici, il ne peut pas vous obliger à enfreindre la loi et aller au-delà. À part l'entretien annuel, comment sécuriser? En l'occurrence, plusieurs choses. S'assurer bien évidemment que l'accord collectif qui autorise le recours à ces conventions de forfait jour répond aux exigences prévues par le Code du travail, disposer d'une convention qui elle-même comporte des clauses permettant le recours aux conventions de forfait jour, c'est-à-dire notamment en l'occurrence les modalités de décompte et la définition des catégories, je le répète, la définition des catégories de salariés pour lesquels les conventions de forfait en jour sont possibles, le décompte exact des périodes de repos et bien évidemment la nécessité de cet entretien-là. Et je rappelle la clause afférente à la rémunération, bien évidemment, instaurer également, si ce n'est déjà fait, le décompte annuel de journée ou de demi-journée de travail pour ne pas risquer, bien évidemment, la sanction de l'administration du travail.
Alors, si un cadre souhaite mettre des jours de congé sur le PERCO, donc dépassement des 218, devrions-nous majorer les jours? La réponse est non. La majoration n'est prévue qu'en cas d'exécution en dehors des spécificités de l'alimentation du PERCO. C'est une question effectivement fort pertinente. Aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de majoration. C'est la rémunération de ces jours-là qui est basculée dans le PERCO automatiquement, puisque de toute façon, le salarié excédera la limite de 218. Donc, si on prend les 10 jours maximum, il travaillera 228, et bien la rémunération des 10 jours sera versée directement dans le PERCO. Est-ce que les salariés à temps partiel bénéficient des jours de repos? Alors, ça, c'est une question extrêmement intéressante aussi, parce qu'à dire vrai, ce que doit dire le texte, ce sont les modalités de décompte du temps de travail, notamment pour ces conventions de forfait jour. D'une part, vous disais-je, le mécanisme est le suivant, qui avait été initié lors de l'avènement de la loi sur les 35 heures, 365 jours, moins un certain nombre de jours de repos, hebdomadaires notamment, moins les jours fériés, moins les jours de congés payés, auxquels on doit ajouter les jours de repos. Bien évidemment, là, il y aura des jours de repos, mais en l'occurrence, la convention de forfait jour, notamment pour les salariés ayant réduit leur activité en deçà de 218, eh bien, la convention de forfait jour, généralement, fixe également les jours d'activité du salarié. Donc, je dirais que les autres jours sont des jours automatiquement de repos. Nous avons bon nombre de salariés en France qui ont un décompte en forfait jour à hauteur de 4/5 sur la semaine et le mercredi n'est pas travaillé. Eh bien, c'est une convention de forfait jour de l'ordre de 175 à 180 jours d'activité par an. Et puis, bien évidemment, le salarié ne sera jamais présent et ne travaillera jamais le mercredi. Eh bien, on l'a prévu expressément dans la convention de forfait jour. Il sera amené à exercer son activité les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur des durées journalières qu'il appréciera, à raison bien évidemment de son activité. Il est autonome sur la question. Et puis, on observera, quand la loi sera définitivement adoptée, la nécessité de réguler cette charge de travail. Nous n'avons pas de représentants syndicaux dans nos entreprises, moins de 20 salariés, comment faire? Eh bien là, votre seul recours, c'est celui de la présence dans la convention collective ou, s'il n'est pas annexé à la convention collective, d'un accord collectif de branche qui autorise le recours aux conventions de forfait jour. Donc là, ici, eh bien, il convient de se référer de manière systématique directement à l'accord de branche pour dire si oui ou non, en l'occurrence, ces conventions de forfait en jour sont permises, et de s'assurer, bien évidemment, lorsque vous allez conclure, à la fois de ce qu'exige la loi, nous l'avons indiqué tout à l'heure, et à la fois du cadre spécifique fixé par les dispositions conventionnelles. Un tableau Excel de suivi suffit-il pour justifier du récapitulatif annuel? Si c'est bien évidemment le mode de relevé que vous avez prévu, de relevé d'activité que vous avez prévu dans l'entreprise, la réponse est oui. Alors ça peut être un tableau Excel, ça peut être une fiche sous format Word, traitement de texte, si c'est un dispositif qui est retenu, signature, le cas échéant, du collaborateur. Alors, une dernière question, doit-on faire obligatoirement récupérer les dépassements de forfait à 215 ou peut-on payer le dépassement et si oui, doit-on majorer le paiement? Alors, le dépassement de forfait de 215, si c'est la limite effectivement qui est fixée dans la convention ou dans l'accord collectif, doit faire l'objet, notamment lorsque votre accord est antérieur à 2008 et qu'il a été conclu sous l'empire de la loi Aubry II, il y avait, et vous devez continuer à le respecter parce qu'il y a une conservation, une continuité de la validité légale de ces accords-là, vous devez procéder à la possibilité d'un repos dans le trimestre qui suit ce dépassement-là, et donc dans le premier trimestre de la nouvelle période d'annualisation. Où doit-on les majorer? Si vous majorez, c'est que vous estimez bien évidemment qu'il y a eu renonciation. Cette obligation de majoration ne résulte que du dispositif de renonciation à des jours de repos. Il n'est pas aujourd'hui prévu d'autres modalités de rémunération et donc de mise en place d'une majoration en dehors du mécanisme de renonciation. Donc soyons prudents ici, s'il y a eu dépassement, il y a lieu de les poser et de les faire récupérer sous forme de repos, vous disais-je tout à l'heure, notamment dans le trimestre qui suit. Voilà.
Je vous remercie donc de votre attention. Nous avons pu prendre en compte un certain nombre de vos questions. À la question de savoir si vous pourrez disposer en différé de la présentation, la réponse est oui. Dans un délai qui reste encore à confirmer, mais vous pourrez bien évidemment revisionner la totalité de la présentation et vous disposerez bien évidemment des différentes diapos. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour une nouvelle édition du Live d'Experts RH et Social. Merci bien, à bientôt.